Salut à tous et bienvenue dans ce petit cours de peinture. Aujourd'hui je vais vous présenter cette mini peinture à l'huile de ce monument, c'est le monument à Francis Garnier qui se trouve à Paris. La statue est magnifique, donc quand je l'ai vue j'avais vraiment très envie d'en faire une super peinture. Donc au niveau du thème, on continue dans mes illustrations des monuments actuels dans un futur où la civilisation qu'ils a créée, donc nous, aura disparu. Bref, pour cette peinture, j'ai voulu mettre l'accent sur le côté très menaçant et sombre du ciel et sur la solitude de la statue plus que sur les ruines, comme j'ai tendance à le faire en général. J'avais envie d'avoir un truc plus minimaliste, toujours classique, mais quand même plus moderne aussi dans la composition, avec un objet vraiment central, un seul point focal et quelque chose d'unique et de puissant. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous expliquer des techniques, comment moi j'ai fait cette peinture, tout simplement, le côté vraiment pratique du truc. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai fait cette peinture aussi petite, parce qu'elle est vraiment minuscule, j'ai pas la mesure là sur moi, mais elle fait peut-être 20 cm sur 25 cm ou 30 cm, un truc comme ça. Elle est un peu plus petite qu'un format A4, et ça a vraiment pas mal d'avantages de faire des petits formats, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc allez, pas le temps de niaiser, on va commencer les étapes gentiment. Donc la première étape, évidemment, c'est le dessin. Donc le dessin n'est pas sur cette vidéo, parce que j'ai tout simplement fait le dessin à mon taf, donc j'ai pas pu l'enregistrer. Dans tous les cas, si vous voulez apprendre à dessiner, il y a au moins 200 vidéos sur ma chaîne qui sont gratuites pour apprendre à dessiner, plus des formations payantes un peu plus poussées, mais au final, vous avez masse de contenu pour apprendre à dessiner, donc c'est pas trop le thème de la vidéo. Donc ceci étant dit, on va directement sauter à la partie qui nous intéresse, la peinture. Donc la première étape, c'est la sous-couche. Je vais appliquer une sous-couche de terre de sienne brûlée. C'est un genre de rouge brique, ça fait le job. C'est une couleur de terre très naturelle, donc très facile à maîtriser. C'est vraiment une jolie couleur. Pour le médium, je vais mettre à peu près 30% de liquin pour 70% d'essence de pétrole. Ça va me permettre d'avoir un médium très liquide et en même temps qui va cicativer de façon vraiment solide. Ensuite, si comme moi, vous ne fixez pas vos dessins, essayez juste de ne pas frotter avec votre pinceau comme des malades sur la toile. Parce qu'effectivement, ça va pouvoir le faire partir ou au moins l'estomper. Donc allez-y tranquille quand vous passez votre première couche, soyez un peu délicat à votre toile et votre dessin il va rester. Donc j'applique ça sur toute la toile, juste histoire de casser un petit peu le blanc et puis commencer, on va dire, une petite prémisse d'atmosphère en quelque sorte. Ensuite avec le sopalin, je vais modeler le sopalin en petite forme et tout, et je vais le frotter. En fait le sopalin il va simplement enlever la peinture que j'ai appliquée, et donc forcément par contraste ça va paraître lumineux. Donc là, en l'occurrence, c'est tout l'espace de la statue que je vais effacer, tout simplement. Vu que c'est une petite toile, je vais pas trop me casser la tête à faire une sous-couche de malade. Si c'était une toile beaucoup plus grande, je ferais probablement 2 couches comme ça, où j'ajouterais de la matière et j'en enlèverais à nouveau, histoire de créer quelques contrastes. Mais là, c'est tellement petit que j'ai pas vraiment besoin de faire ça. C'est aussi un des avantages, en fait, de faire des petites toiles, c'est qu'on peut un peu griller les étapes et aller plus vite au rendu. Alors, la partie 3, la peinture commence enfin. Donc la méthode que j'ai utilisée pour peindre sur cette petite peinture, c'est que je repère d'abord les foncés sur une partie de la statue qui m'intéresse, en l'occurrence le haut pour éviter, ça c'est juste le côté pratique, vu qu'en fait je peins, je mets parfois ma main sur la toile, donc en fait je peins en haut, comme ça je descends plutôt que de passer de bas en haut et de pourrir en fait ma peinture en mettant la main dedans. Donc ça c'est juste pour le côté pratique, je commence par le haut et puis je descends un petit peu entre guillemets comme une imprimante, zone par zone. Donc évidemment j'ai une référence photo avec moi, puisque là le but c'est clairement de recopier une statue. Donc je repère d'abord les zones de foncé. Je cherche pas à aller trop foncé, comme du noir par exemple, mais suffisamment foncé quand même pour que ça se ressente comme étant vraiment la valeur foncée de la toile, quoi. Là je vais utiliser un verre olive transparent de chez Sennelier qui est vraiment super beau. J'adore ce genre de verre olive, en fait quand tu vois la pâte directement, c'est un verre qui est vraiment extrêmement foncé. Et en fait quand tu l'étales en transparence, tu te rends compte qu'il est hyper lumineux, très très frais, très agréable. Donc bref, je place mes foncés, parfois de façon très nette, parfois avec 2-3 petits dégradés juste en frottant en fait tout simplement le pinceau sur la toile, mais en fait c'est assez simple quoi. Et c'est quand même assez transparent, dans l'ensemble c'est pour le moment pas très opaque. Et ensuite je vais tout simplement couper mon verre avec du blanc de titane pour travailler les zones à la lumière. Donc là c'est super simple, du blanc et du vert, c'est tout. Comme pour les foncés, je vais pas chercher à aller trop clair. Je garde mes valeurs les plus extrêmes plutôt pour la fin. C'est un très très bon conseil que je tiens de Andrew Tischler, qui est un super peintre sur YouTube. Enfin, c'est pas un conseil qu'il m'a donné personnellement, c'est juste en suivant ses vidéos. Si vous parlez anglais, je vous le recommande. C'est un des meilleurs peintres paysagistes qu'il y a sur le YouTube Game actuellement mondial, quoi. Il est vraiment super fort ce mec. Donc bref, là le but c'est surtout d'établir une première couche. Je cherche pas à faire un rendu parfait dès le début. Certaines personnes aiment faire ça. Par exemple, ils prennent une toute petite zone, la tête par exemple, et puis ils peaufinent la tête, petite touche par petite touche, tac tac tac, histoire que ce soit parfait en une seule couche. Gloire à eux, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, personnellement, c'est pas mon approche.
D'abord, je trouve ça chiant à faire, j'aime pas faire ça, tout simplement. La pratique, le fait de vouloir faire en fait quelque chose de parfait d'un seul coup m'ennuie tout simplement. Mais aussi, j'aime le rendu du couche par couche, ça donne une patine à la peinture, ça donne quelque chose à la peinture qui est mystérieux à la fin, parce qu'on a plusieurs couches qui s'empilent, et je trouve ça tout simplement joli, quoi. Donc voilà, le but de la première couche, c'est pas de faire une couche parfaite, c'est juste d'avoir une base, on va dire, un peu plus, quand même bien avancée. Et je suis cette logique un petit peu partout, et petit à petit, j'éclaircis en faisant des fondus dans la pâte encore fraîche, avec juste un peu plus de blanc dans mon mélange à chaque fois. Alors j'ai profité de ce petit moment pour revenir sur les raisons pour lesquelles je peins sur un petit format comme ça. Parce que c'est vrai que ça peut paraître être beaucoup de boulot pour une toute petite peinture, c'est quand même ballot quoi, autant faire un grand format. Les raisons elles sont multiples en fait. D'abord il n'y a aucune pression, c'est rapide à dessiner, c'est rapide à peindre. C'est facile au cas où je fais une erreur de ne pas perdre 10 heures dessus pour la corriger. Ça permet d'expérimenter super rapidement. Et au pire des cas, même si je foire ma peinture, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas investi beaucoup d'argent, j'ai pas acheté un cadre, il n'y a pas 50 heures de travail qui sont investies, etc. C'est un excellent terrain d'expérimentation. Donc ça permet de s'amuser, de faire des jolies œuvres, parce que franchement, les petits formats comme ça, moi, il y a plein de mes peintures préférées que j'ai fait qui sont en fait sur des tout petits formats. Parce que aussi, on est plus relaxé, on n'est pas handicapé par le stress de l'échec en quelque sorte. Et par conséquent, ça permet de faire des super petites toiles et éventuellement de les planifier pour des plus gros projets. Et finalement, cette petite peinture va finir beaucoup plus grosse, avec un format beaucoup plus impressionnant. Car au final, cette peinture, c'est qu'un champ d'expérimentation, et c'est juste une étape pour une œuvre plus grande et beaucoup plus puissante. Et pour la prochaine, là par exemple je suis en train de refaire cette toile mais beaucoup plus grand, bah, je fais pas une copie littérale de cette toile. Le format est pas le même, j'ai laissé plus d'espace au-dessus de la tête par exemple parce qu'au final je pense qu'il n'y a pas assez d'espace. J'ai changé un petit peu le fond avec un fond plus épique. Il va y avoir aussi un scénario de lumière légèrement différent. En fait cette peinture là, elle me permet d'expérimenter et de m'entraîner pour l'œuvre à venir. Et ça c'est vraiment excellent, je sais que l'immense majorité des artistes ne font pas ça, moi-même je le fais la plupart du temps pas, mais je pense que c'est un truc que je vais faire de plus en plus. D'abord c'est fun, c'est hyper cool à faire, et le but c'est pas de faire une petite peinture en sachant qu'elle va devenir grande, c'est pas ça, c'est faire plein de petites peintures, avoir du fun, s'amuser, et ensuite choisir celle qu'on aime et en faire des pièces majeures, on va vraiment prendre le temps de pousser le rendu, etc. Et là, en faisant ça, l'échec sur les grandes pièces, il est vraiment minime en fait. Donc d'une certaine façon, on a l'impression de perdre du temps à faire des petites peintures, mais je pense en fait, on gagne du temps à ne pas tourner en rond sur des grandes toiles. Parce que vous savez ce que c'est, quand on fait une erreur sur une toile sur une toute petite toile, ça va vite à corriger. Quand on fait une erreur sur une toile qui fait 1 mètre sur 2, de suite, c'est super long. Et parfois, on n'a pas envie de prendre le risque parce qu'on a peur de transformer une erreur en une erreur encore plus grave, etc. Et forcément, c'est forcément un petit peu handicapant. Si vous voulez, vous pouvez regarder un artiste peintre que j'aime beaucoup qui fait beaucoup ça, des mini-peintures. C'est Renato Misilo. Il est très très fort, c'est un des meilleurs paysagistes actuels. Et c'est d'excellents exercices de composition aussi au niveau de la couleur. Et ensuite, il fait des toiles plus grandes de temps à autre. Parce que finalement, des toiles immenses, il n'y a pas non plus besoin d'en faire 200 par an, quoi. Dernier mini-point, moi personnellement, voilà ce que je fais. Je vais chez Casto ou chez un monsieur bricolage ou un truc comme ça, je vais à la découpe de bois et j'achète des petits panneaux de bois à un format qui m'intéresse, peu importe lequel, de contreplaqué qui est fait pour aller à l'extérieur, donc c'est du bois qui est résistant sur le long terme, et je l'achète en 5 mm. Pour les toiles plus grandes, j'achète du bois plus épais, mais là pour des tout petits formats, 5 mm ça suffit. Ça coûte absolument que dalle, et ensuite vous n'avez plus qu'à le préparer au gesso, le poncer, etc. Et ça vous permet d'avoir plein de petits morceaux de bois bien préparés, prêts à peindre. C'est un support d'excellente qualité, le bois, hein, c'est le top. Et aussi et surtout, ça coûte que dalle. Donc si vous êtes un petit peu sur le budget, je sais que la peinture à l'huile, ça peut coûter cher. Et bien peindre sur du bois, c'est franchement un des trucs les plus intéressants financièrement. Et en plus, le bois, c'est solide, c'est résistant dans le temps. Et si quelqu'un vient vous agresser pendant que vous peignez, vous pouvez même lui casser la tête avec, quoi. Donc c'est super. Bref, on reprend la peinture. Étape 4, le socle. Donc là, c'est légèrement différent, parce que j'ai mis le fond avant de faire les zones de foncé. Ça marche aussi, selon les zones, vous ferez un petit peu comme vous voulez. De toute façon, la peinture, selon les écoles, selon les styles, les approches, elles changent en fait. Donc il ne faut pas être trop dogmatique, il faut expérimenter un petit peu tout, et ensuite vous aurez un panel d'outils, un panel d'approches, un panel de techniques que vous allez utiliser selon le moment, et vous pouvez vous sentir libre largement d'expérimenter différentes approches. Donc là, en l'occurrence, pour les couleurs, c'est la même chose, mais c'est avec du noir et du blanc. Et oui, il y a du noir sur la palette. Donc, petite parenthèse, c'est vrai que le noir, c'est pas indispensable, et qu'il y a vraiment moyen de faire du noir d'autres façons, mais contrairement à ce que beaucoup de gens disent,
c'est pas interdit d'avoir du noir sur sa palette. Ça, c'est encore un truc un peu... C'est pas une idée reçue, mais si, en fait, c'est un peu une idée reçue. En fait, c'est une considération assez moderne de pas mettre de noir sur sa palette, parce que dans l'histoire, le noir faisait partie des palettes des peintres, y compris des grands maîtres, et notamment des grands maîtres flamands. Et pour avoir vu beaucoup de leurs peintures, parce que je passe pas mal de temps à Amsterdam, moi, Mark Lehn, je me permettrai pas d'aller dire à Rembrandt que monsieur, excusez-moi, le noir sur votre palette, vraiment, c'est n'importe quoi. En fait, il y a une époque où le noir, il était produit à partir de goudron. Et en fait, pendant une centaine d'années, il y a beaucoup de peintres qui ont utilisé du noir au goudron. Et en fait, ça a ruiné complètement pas mal de peintures parce que apparemment, ce noir, j'ai lu ça dans un bouquin, là, Xavier de Langlois ou un truc comme ça, c'est une référence, il n'y a pas de... L'info est fiable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce noir, il y avait des problèmes chimiques avec les autres pigments sur le moyen long terme. Et du coup, ça ternissait les peintures avec le temps et ça fait des peintures, en fait, 50 ans plus tard, ou 20 ans, ou 100 ans, ou 200 ans, je connais pas les échelles de temps. Mais en gros, avec un petit peu de temps, tous les endroits qui avaient été affectés par le noir, c'est-à-dire un petit peu partout, parce qu'en fait on fait du gris, puis après on teinte, etc., étaient devenus complètement opaques, ternes et vraiment dégueulasses. Et en fait je pense que ce noir qui est fait à base de goudron, il a vraiment terni la réputation du noir sur une palette, alors qu'un bon noir sur une palette est bien maîtrisé, c'est cool, il n'y a pas de souci. Bref, alors là on va passer à l'étape 5, et là c'est vraiment l'étape de la perte de contrôle, et c'est là justement que ça sert de faire ce genre de petite peinture. Donc je vais faire diverses expériences, rajouter des arbres, je vais refaire tout le fond avec un rouge un peu plus légèrement plus foncé, puisque voilà, vert et rouge c'est les couleurs complémentaires, je pensais que c'était une bonne idée. Au final ça n'a pas trop fonctionné, je pense que je suis pas allé sur des contrastes assez forts. Donc j'ai pris la décision de tout recouvrir avec un ciel très foncé et très désaturé et avec très peu de détails. Et surtout avec aucun détail net. Donc il y a des variations, il y a des formes dans le ciel, on voit ce qui se passe, mais il n'y a rien qui est net, tout est flou. Donc le ciel en lui-même, il n'est pas forcément incroyable, hein, franchement c'est juste un ciel très foncé, voilà, un peu menaçant. Mais il est là vraiment pour raconter une histoire, et c'est l'histoire de la nature qui se montre toute puissante et menaçante. Et le contraste entre le fond très foncé, très simple, sans détail, avec des contrastes très compressés vers le foncé, on voit bien qu'il n'y a pas d'éclat de lumière. Et la statue qui est très détaillée, avec au contraire des zones très claires, des zones très foncées, beaucoup de petites formes, des petits détails ici et là, ça crée tout un tas de différents types de contrastes qui font de la statue un point focal puissant. De fait, quand on regarde la peinture, le truc qu'on voit, en fait, c'est la statue. Mais là, il faut faire attention parce qu'un ciel trop détaillé, avec beaucoup trop de formes, etc., ça aurait pu carrément interférer avec la lecture de la peinture, ça aurait pu être trop en fait. Si on a une statue comme ça en premier plan qui est aussi détaillée, qui est centrale, et qu'autour on a un ciel qui est pareil, trop détaillé, avec trop de choses de partout, même si c'est hyper bien fait, hein, la question de la réalisation, là c'est pas ça, là c'est pas de ça que je parle, ça peut être des nuages absolument parfaits, mais juste s'il y a trop de petites volutes dans les nuages, trop de petites formes, et ben ça va donner une peinture qui pourrait être surchargée, peut-être après, voilà, on peut appeler ça du surréalisme, etc., il peut y avoir des styles pour justifier ce genre de choses, mais pour moi, je préfère avoir quelque chose, en fait, où on va avoir un point focal qui va être très clair, très défini. Et là, évidemment, c'est la statue. Donc pour moi, c'est important de laisser en fait des espaces de silence dans la peinture, de ne pas occuper littéralement chaque centimètre carré pour laisser à son sujet la place de respirer, la place d'exister. Ensuite, l'étape 6, ça va être le premier plan. Donc là, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un pinceau en éventail un peu dégueulasse, un peu découpé, etc. Les pinceaux en éventail, c'est parfait pour faire des effets, on va dire, de matière un petit peu aléatoire pour la nature, c'est vraiment idéal. Après, il faut pas prendre des pinceaux en éventail tout propres, parce que sinon, il y a un côté vraiment pas joli. Il faut les couper, les modeler un petit peu, voilà, faut les casser un petit peu, mais une fois qu'ils sont bien aléatoires, bien explosés, ils sont vraiment cool. Et avec ça, j'ai simplement travaillé avec du terre d'ombre brûlé, pour resserrer en fait la lumière sur la ligne d'horizon. J'ai ensuite éclairci une frontière assez fine au niveau de la ligne d'horizon grâce à de l'ocre et du blanc mélangés ensemble quoi. Et puis j'ai fait quelques herbes en premier plan, pareil, là on a des mélanges légèrement plus complexes, mais en gros c'est ocre, rouge, blanc, un peu de marron, voilà ce genre de trucs. Ça reste des teintes chaudes avec des teintes de terre quoi, tout simplement. Il y a vraiment rien de compliqué. Pour les herbes, notez qu'elles ne sont pas ébouriffées, mais qu'elles vont toutes dans le même sens, et ça sert à donner l'impression du vent qui va avec le narratif de voilà, la nature qui souffle, qui est présente. Voilà. Donc le premier plan et le fond, en fait, les nuages ont une cohérence d'un point de vue de l'atmosphère, du vent qui souffle, etc. Et là, finalement, le premier plan, il n'est pas forcément très important. Encore une fois, je sais où mon point focal doit se trouver, c'est la statue. Donc en fait, il y a un moment donné où j'ai pas besoin d'en faire des caisses sur le premier plan. Et du coup, on va très rapidement à l'étape 7, les détails. Donc cette étape, c'est la moins importante, surtout pour une étude qui est amenée à devenir une peinture plus grande. En fait, là, ce genre de petite peinture comme ça, c'est surtout des études de couleurs, de composition, de valeurs, etc.
Donc les détails, on s'en fout un peu. Mais bon, moi j'aime bien ça, et puis cette peinture-là, elle va quand même finir encadrée, et puis elle fera quand même partie de la collection, donc c'est cool de la fignoler un petit peu. Donc là, je vais rajouter les dernières lumières, quelques glacis ici et là. Parfois, il m'arrive de peindre que 20 minutes, juste parce que je vois un petit glacis à faire quelque part, ou juste un petit détail. La peinture, elle est à côté, de toute façon, donc parfois je peins sur une autre peinture, et puis je vois un petit truc et je me dis, ah tiens, là il faut que je fasse ça. Et donc là, ça va me prendre 5 minutes de travail, mais plusieurs fois, 20 minutes, ou alors parfois 1 heure. Mais quoi qu'il en soit, le moment des détails, c'est un moment où personnellement, je prends du temps, et je fais pas tous mes détails d'un coup, juste parce que je vois même pas nécessairement où les faire sur le moment. C'est plutôt, parfois je vois ma peinture, et puis les détails à faire se révèlent à moi sur le moment, alors qu'avant, j'en avais pas conscience. Donc ça, c'est un truc qui prend un peu de temps, dans le sens où ça prend du temps, ça prend quelques jours, ça prend plusieurs séances, mais en fait, c'est quelques minutes à chaque fois. Et à cette étape, je le dis parce que je sais qu'il y a quelques férus de détails, il faut faire un peu gaffe à pas surcharger son œuvre. Moi, j'ai personnellement tendance, comme plein d'entre vous, à plonger dans les détails et à en faire trop en ayant l'illusion, d'une certaine manière, que plus de détails nécessairement égale une meilleure peinture. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Je vous invite à regarder Painter Babish. Regardez ce gars-là, c'est un peintre russe qui est incroyable. Il fait des paysages de fou furieux, c'est un maître. Et il n'y a absolument aucun détail. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'impressionnisme réaliste. Donc en fait, de près, ça ressemble à rien. Et dès qu'on s'éloigne, c'est parfait, quoi. Et ce genre d'artiste nous prouve par l'expérience qu'en fait, c'est pas les détails qui font réalisme, c'est beaucoup plus les masses de valeurs avec leurs couleurs et où elles sont placées. Donc bref, tout ça pour dire que les détails c'est cool si vous aimez ça, mais que c'est pas indispensable. Le truc à faire si vous en faites, comme moi, j'aime ça aussi, c'est au moins de faire en sorte de garder des zones de respiration. Là en l'occurrence, voilà, je fais plein de détails dans la statue, je continue à en faire, mais si je veux par exemple retravailler un petit peu mon ciel pour une raison X ou Y, je vais faire attention de ne pas le surtravailler. Je vais le laisser à un degré de rendu moins avancé que le premier plan, même si je le remanipule en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment une décision consciente qu'il faut faire. Il faut juste vous demander quel est mon point focal et qu'est-ce qui n'est pas mon point focal. Et à partir de là, mettre plus de détails sur le point focal que sur le reste. Et si vous avez à retravailler le reste parce que ça ne vous satisfait pas pour une raison X ou Y, faites-le, mais gardez en tête le degré de rendu dans lequel vous avez envie de vous situer, de sorte à contraste de détails qui va permettre à votre point focal de ressortir vraiment fort. Bon voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, commentez puissance si vous êtes toujours là, ça me fera bien plaisir, et puis à très bientôt, bye.